Bonjour à tous, on re-switch un petit peu en français, du coup je crois que ça va lui faire du bien, en tout cas à moi, français. En tout cas c'est la semaine de la francophonie, donc bienvenue à tous ceux qui parlent français parmi nous. Enchanté, Yvan Malnuit du cabinet donc Grant Thornton, je suis associé à Paris et je suis dans la practice expertise conseil, donc je suis expert comptable et donc j'accompagne les sociétés françaises dans toutes leurs problématiques d'expertise comptable traditionnelle et aussi à leur recherche de développement éventuellement au niveau de l'Union européenne. Et je suis accompagné de Camille. Donc Camille Mérillon, je suis directrice à l'IBAS, donc c'est l'International Business Advisory Services. Et nous, on accompagne les sociétés étrangères qui souhaitent s'implanter en France, au niveau de la comptabilité, des taxes et de tout ce qui est payroll. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui est facturation électronique. Donc, on va faire un focus sur la facturation électronique. On va également faire un zoom, sur, les crédits d'impôt, qui sont toujours actifs aujourd'hui et on fera un point d'actualité sur l'activité du capital investissement, français. Alors, la facturation électronique, c'est un des enjeux majeurs, des prochaines années. Que vous ayez déjà une société, implantée en France, ou que vous souhaitiez ouvrir une filiale sur le territoire, il va falloir se préparer pour se conformer aux nouvelles obligations. Alors, la facturation électronique, déjà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une nouvelle réforme de l'administration fiscale française, qui impose à tous les assujettis à la TVA, donc qu'ils soient redevables ou non redevables, de passer à un mode de facturation électronique d'émission et de réception des factures. Donc ce ne sera pas juste envoyer ces factures via PDF à ses clients, puisqu'un format spécifique sera demandé. Donc c'est un format qui sera crypté. Les factures devront être déposées sur des plateformes partenaires de l'administration fiscale. Et voilà, l'intégralité du cycle de vie de la facture pourra être consultée par tous les acteurs. Alors, cette réforme, elle va nécessiter un travail en amont afin de déterminer si le système d'information de votre entreprise est conforme aux attentes de l'administration fiscale. Si ce n'est pas le cas, de le mettre en conformité. Grant Thornton va également vous accompagner dans le choix des prestataires, c'est-à-dire vos partenaires, c'est-à-dire les plateformes qui seront accréditées par l'administration fiscale. Et enfin, il va falloir vérifier que votre logiciel collecte de façon exhaustive et correcte toutes vos données de TVA. Alors, la facturation électronique, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'au niveau européen, quelques pays l'ont déjà adopté. Et on sait que c'est une volonté européenne qu'à terme, horizon 2028-2030, il y ait une harmonisation de ce process sur l'ensemble de la zone. Alors, au niveau des objectifs de la réforme, donc ils sont multiples. Tout d'abord, ça va permettre de renforcer la compétitivité des entreprises. Donc, comment? Avec une digitalisation globale qui va permettre une augmentation de la productivité. En diminuant également la charge administrative des entreprises et des coûts qui en découlent. En réduisant les délais de paiement. Ça va permettre également une baisse des litiges qui seront liés au recouvrement. Et enfin, bien sûr, il y a une démarche RSE derrière tout ça. Alors, le second objectif de ce passage à la facturation électronique, c'est à terme l'automatisation, donc le pré-remplissage des déclarations fiscales, des déclarations de TVA. Donc, ce pré-remplissage, il va permettre un gain de temps aux sociétés, puisqu'en fait, elles n'auront plus qu'à vérifier et corriger les informations si nécessaire. Le troisième objectif, c'est pour l'administration fiscale de lutter contre la fraude fiscale. Alors, on va avoir une fiabilisation des montants. L'administration va également faire des recoupements entre les données clients et les données fournisseurs. Et elle va également vérifier s'il y a eu une correcte application des taux de TVA.
Le dernier objectif, donc, c'est d'améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises, donc aussi bien d'un point de vue de la société que du point de vue de l'administration fiscale. L'idée, c'est vraiment de construire des benchmarks, des data lakes, tant au niveau de l'administration fiscale, puisqu'ils auront accès à tous les flux au quotidien des entreprises, mais aussi aux prestataires, donc tels que nous, Grant Thornton, pour pouvoir aussi accompagner nos clients en les comparaisant sur telle ou telle activité et pouvoir les accompagner de manière plus opérationnelle sur leur activité. C'est ça. Alors, donc maintenant, on va regarder en pratique d'un point de vue réglementaire. Donc, techniquement, il va y avoir deux choses. Il va y avoir donc la partie qui s'appelle e-invoicing et la partie qui s'appelle e-reporting. Alors, donc, avec le passage à la facturation électronique, donc on va avoir une obligation d'e-invoicing. Donc, pour qui? Pour les B2B qui font des opérations en France. Alors, les factures émises ou reçues devront passer par un portail. C'est soit une plateforme dématérialisée partenaire donc de l'administration fiscale, soit par le portail public de facturation. Alors, pour information, la liste des plateformes partenaires disponibles seront accessibles via un annuaire qui sera mis en place par l'administration fiscale. Et ces plateformes, elles devront bien entendu être agréées par les autorités avant. Donc, à ce jour, on n'a pas encore la liste définitive des plateformes qui seront homologuées. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'agenda, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, mais on n'a pas encore tous les acteurs du marché qui peuvent nous offrir ce service de plateforme de dématérialisation partenaire, donc les fameuses PDP. Donc aujourd'hui, on a le portail de l'État qui existe déjà, le PPF, portail public de facturation, mais on n'a pas encore tous les acteurs privés qui vont pouvoir s'y connecter de manière automatique. Donc c'est un point de vigilance quand même qu'il faut avoir en tout cas si vous avez besoin d'intégrer ce process-là. Aujourd'hui, aucun acteur peut vous dire « je suis homologué par l'administration fiscale ». Donc pas tout de suite, c'est en cours d'homologation. Chez Grant Thornton, nous, on suit de près, bien sûr, ce sujet. On est déjà accompagné par des éditeurs qui sont candidats à l'homologation, mais ils ont de fortes chances d'y arriver, mais en tout cas, ils ne peuvent pas aujourd'hui affirmer qu'ils le seront au moment de la mise en application de la réforme. Donc, point de vigilance là-dessus. Il ne faut pas aller trop vite dans le déploiement de ces solutions. Exactement. Alors, les factures électroniques, elles vont devoir comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Donc, pour l'instant, il y en a 26. Donc, elles portent principalement sur les taux et les régimes de TVA applicables. Et il va y avoir également les mentions habituellement indiquées sur les factures. Alors, donc en parallèle de ce e-invoicing, on va avoir du e-reporting. Alors, le e-reporting, donc c'est pour les entreprises qui ne sont pas concernées par la facturation électronique. Donc, ce sera les B2B qui font des opérations à l'international ou pour les B2C. Alors, concrètement, le e-reporting, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation de transmission à l'administration fiscale d'un certain nombre d'informations. Donc, ça va être le montant de l'opération, le montant de la TVA facturée, le mode, la date de paiement. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui devront être remontées dans ce e-reporting. Alors, comme le e-invoicing, le e-reporting, il devra s'effectuer par le portail public de facturation ou par les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, ces informations, elles devront être remontées à un rythme régulier qui sera déterminé par le régime d'imposition de la société à la TVA. On a également les données de paiement des prestations de services qui devront être remontées via ce e-reporting pour connaître la date d'exigibilité de la TVA, donc pour la TVA déductible. Alors, et le dernier point qu'on a voulu rajouter, qui est un peu à part, donc c'est au niveau de l'archivage numérique des factures. Donc, certains portails publics, plateformes de dématérialisation partenaires
vont pouvoir garantir la conservation des documents. Donc juste pour rappel, en France, la conservation, d'une facture, au niveau fiscal, elle est de 6 ans et au niveau commercial, elle est de 10 ans. Voilà. Donc on voit bien qu'on est sur une vraie réforme opérationnelle de nos flux, de nos processus de digitalisation. Et c'est vrai que, en tout cas pour les clientèles françaises, qui sont les moins, peut-être les PME ou les futures ETI, en tout cas le mid-cap français est encore aujourd'hui un petit peu en retard sur les sujets de digitalisation. Donc là, on a des vrais enjeux, en tout cas, qui arrivent sur les prochaines années, prochains mois. Et avec l'idée, donc en tout cas, de nous, d'accompagner nos clients toujours sur ces sujets de digitalisation. Dès lors qu'un client arrive aujourd'hui, on lui propose un package complet d'outils 100% digitaux, de telle manière à ce que même si aujourd'hui les outils ne sont pas homologués, au moins on est déjà dans une démarche, dans un process de digitalisation de l'ensemble des process. Ce qui va nous permettre théoriquement, au moment venu, d'être prêt, en tout cas d'un point de vue process. Donc ça, c'est sur les nouveaux clients. Et puis les anciens clients qui sont aujourd'hui, et encore, il y en a encore beaucoup, qui reçoivent les factures papier de leurs fournisseurs, qui rangent ça proprement dans des beaux classeurs et qui nous déposent de temps en temps des classeurs. Bah, eux aussi, on est sur cette démarche avec de la mise à disposition d'outils que le client peut utiliser sans que ce soit nos outils, en tout cas nos accès à nous. Ils ont vraiment en libre accès, c'est des outils SaaS comme vous pouvez vous en douter. Alors d'un point de vue opérationnel, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette réforme nous conduit aujourd'hui à anticiper un certain nombre de points, notamment un point qui est clé, donc le sujet de TVA. Le sujet de TVA, on se rend compte en mettant en place tous ces process que dans certains cas, les clients facturent soit un mauvais taux ou soit quand ils sont à l'international avec des mentions qui ne sont pas forcément les bonnes ou des exemptions de TVA qui ne sont pas forcément bien citées. Et donc là, on a un vrai enjeu et une opportunité finalement de remettre tout ça à plat. On reprend tout au début et puis on va vraiment faire une analyse poussée des sujets, donc TVA, donc chez vous, donc la TVQ ou la TPS. C'est ça? C'est bon. C'est bon. Donc l'idée, voilà, c'est bien de classer tous les flux, autant les achats que les ventes, parce que l'idée, c'est que la facturation électronique va reprendre les deux flux, et ça va nous permettre, voilà, de remettre tout à plat et d'avoir une piste d'audit assez fiable de l'ensemble de ces process. Parallèlement à ça, la facturation client, qui est un point aussi clé. Donc, en plus d'avoir les mentions, comme tu le disais tout à l'heure, nécessaires sur les factures, l'idée, c'est aussi de voir le processus de facturation, du moment où je ma commande jusqu'au moment où je vais demander finalement à mon client de me payer. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le principe de e-invoicing et e-reporting, la notion de paiement a un impact puisque ça va déclencher soit un paiement, soit un droit à déduction de la TVA en France. Donc on va vraiment devoir processer et cartographier vraiment tout le processus de facturation. Le but étant vraiment d'anticiper la conduite du changement et des outils, comme tu pouvais le dire tout à l'heure. Et enfin, élaborer des business cases. Donc ça, c'est vraiment notre action du moment, une fois qu'on a fait tous ces diagnostics, de mettre en place des outils pour s'assurer que finalement tout tourne bien et qu'on est prêt, donc ce que je disais tout à l'heure, dans la dynamique de cette réforme. Chez Grant Thornton France, une équipe projet a été bien sûr montée et dédiée à cette conduite du changement, donc tant avec des avocats spécialisés en TVA que des consultants en IT sur l'accompagnement dans les ERP, mais aussi du consultant en change management, en processus. Et l'idée, c'est qu'on a la chance, avec Ami, de coordonner un peu ces acteurs-là pour nos clients, où on arrive avec notre casquette d'expert comptable, donc on connaît votre cœur de métier, vos process, vos personnes, vos people, et donc on arrive à générer en tout cas des beaux gains et des belles cohésions dans nos équipes. Donc comme on le disait tout à l'heure, l'idée c'est bien de synthétiser le e-reporting du e-invoicing. Et donc cette slide très synthétique va nous aider en tout cas à se dire, bon voilà, je suis dans du B2B en France, c'est la case du milieu, je vais pouvoir être tout de suite dans le e-invoicing. Et par contre, dès qu'on va être dans un process international, donc c'est ce qu'on voit sur la partie droite de la slide, on va être sur plus du e-reporting. Et ce e-reporting va aussi s'appliquer en France dès lors que votre client finalement va pas être un assujetti à la TVA, donc va être un client particulier. On parle très brièvement peut-être du B2G.
Donc là, c'est quand un prestataire français ou un fournisseur français va fournir une entité publique. Aujourd'hui, elle est déjà dans le processus de facturation électronique. C'est ce qu'on appelle le portail Chorus Pro. Mais attention, aujourd'hui, c'est un portail, j'ai envie de dire, intermédiaire, puisqu'on va tout simplement y déposer une facture PDF. Donc on est très loin de la réforme de facturation électronique comme on peut le voir juste maintenant. Enfin, le calendrier. Donc, comme tu le disais, William, tout à l'heure, dans ta réforme Eiffel, c'était une nouvelle réforme. Nous, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle réforme, la facture électronique. Depuis des années, on en parle en France. Elle a été décalée à plusieurs reprises, l'idée étant que tous les acteurs soient prêts au bon moment, parce que c'est quand même un changement assez majeur. Et donc là, ça y est, on a un agenda définitif qui ne devrait plus bouger, puisqu'on entame déjà les phases de test sur certains de nos clients. Et donc, 1er septembre 2026. Donc, 1er septembre 2026, tous les assujettis à la TVA doivent être capables de recevoir les factures au format facture électronique. Donc ça, c'est quand même un point majeur et une date un petit peu limite, donc qui est très proche, d'où tous ces intérêts à anticiper les sujets. Et puis après, vous voyez qu'en fonction de la taille de l'entreprise, donc une grande entreprise ou une ETI, elles vont être déjà dans l'émission de la facture au format électronique dès le 1er septembre 2026. Et ça, c'est reporté au 1er septembre 2027 pour les PME et TPE, en même temps que leur application du e-reporting. Donc tous les clients qui ont des clients retail, hein, donc toutes les entreprises qui ont des clients retail, qui sont souvent de la PME ou de la TPE, gagnent entre guillemets 1 an pour le sujet e-reporting. Donc la deadline approche. Vous comprenez bien qu'il est intéressant, si vous avez des sujets en France, d'anticiper ces points-là, avec ce sujet de diagnostic et surtout cette phase un peu de recette pour être prêt au moment de la réforme. Tu nous parles un petit peu des crédits d'impôt en France. Exactement. Alors, du coup, on vous a sélectionné 4 crédits d'impôt dont on voulait vous parler aujourd'hui parce qu'on a pensé que ça pourrait vous intéresser. Alors, tout d'abord, on a le crédit d'impôt pour l'investissement dans l'industrie verte. Alors, donc à destination de l'écologie. Donc lui, il est à destination donc, des sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale. Les dépenses qui sont soumises à ce crédit d'impôt sont des dépenses d'investissement engagées pour les activités contribuant à la production des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes et des pompes à chaleur. Alors, le taux de ce crédit d'impôt, il est de 20% des dépenses effectuées et il est plafonné à 150 millions d'euros par entreprise. Donc c'est vrai que c'est un crédit d'impôt qui a beaucoup intéressé, en tout cas en France, parce que les montants sont quand même significatif. Appréciable, significatif. Et donc, ça a conduit, par exemple, à une très grande entreprise de s'implanter en France pour construire des méga-usines de batteries automobiles. Donc, c'est vraiment... On pense même que ce crédit d'impôt a été fait pour attirer ces entreprises-là. Mais donc voilà, donc on a un vrai enjeu sur l'écologie et ce crédit d'impôt. Exactement. Ensuite, on a le crédit d'impôt à destination du secteur artistique. Donc, on voulait vous mentionner qu'il y a donc ces crédits d'impôt, ils existent déjà, mais on voulait vous mentionner qu'il y avait une prorogation de certains de ces crédits d'impôt jusqu'en 2026, voire 2027, pour les crédits d'impôt de certains secteurs spécifiques, comme la production d'œuvres cinématographiques, musicales ou les spectacles vivants. Il y en a d'autres, hein, mais... Et Grant Thornton a d'ailleurs récemment accompagné une entreprise, une entreprise canadienne dans l'obtention de ce crédit d'impôt-là. Également, on a le crédit d'impôt à destination de l'innovation. Donc, ce dispositif, il est prorogé uniquement jusqu'à fin 2024. Il est destiné, lui, aux petites et aux moyennes entreprises. Et les dépenses concernées, c'est les dépenses de conception ou réalisation de prototypes de nouveaux produits ou les dépenses d'installation pilote de nouveaux produits. Ce crédit d'impôt, il est plafonné à 30% des dépenses effectuées en ce sens
et avec un maximum de 120 000 euros. Un peu moins. Exactement. Mais le dernier, Alors, fallait... exactement, le dernier, le CIR, donc le crédit d'impôt recherche, donc un des crédits d'impôt les plus connus. Donc, lui, il est à destination des sociétés industrielles et commerciales. Il a pour objectif d'encourager les entreprises à mener des activités de recherche et développement au sens large. C'est un crédit d'impôt qui est assez complexe, donc qui va nécessiter une analyse. Mais ce qu'il faut retenir pour ce crédit d'impôt, donc c'est vraiment que ça va toucher tout ce qui est R&D et qu'il est plafonné à 30% des dépenses jusqu'à 100 millions d'euros. Et ensuite, ce sera 5% des dépenses pour les dépenses supérieures à 100 millions d'euros. Voilà. Et la R&D, c'est pas uniquement de la R&D industrielle. C'est aussi le CIR est quand même un vrai avantage fiscal en France sur ce sujet-là pour la recherche et développement, mais aussi pour les entreprises de services. Donc avec plusieurs critères où il faut employer des doctorants, etc. Oui. Mais c'est un point quand même qui est assez important à signaler. Pour terminer du coup cette présentation, je voulais vous parler un petit peu du capital investissement français. On a la chance chez Grant Thornton d'accompagner l'association professionnelle du capital investissement qui s'appelle France Invest depuis des décennies. Et donc, ça nous permet d'être assez proche de ce secteur d'activité. Et donc, il me semblait sympa de pouvoir partager avec vous les quelques chiffres qui sont là. Malheureusement, c'est les chiffres au premier semestre 2023. Les chiffres du deuxième semestre sont publiés la semaine prochaine. Donc, s'il faut que je revienne, Marie-Pierre, tu me dis, je viendrai avec plaisir. Mais en tout cas, des points qui sont plutôt optimistes avec l'idée de se dire que les levées de fonds, donc on parle vraiment de fonds d'investissement qui vont lever auprès des investisseurs, sur le premier semestre, c'est plus de 12 milliards d'euros, dont 2 levés à l'étranger. Donc la France est quand même très, très présent sur son marché, en tout cas local, d'investisseurs. Et on retrouve finalement un rythme qui était avant Covid. Donc, il y a eu le Covid, tout s'est arrêté au niveau du capital investissement. 2 années ensuite où ça a tout explosé parce qu'il y avait un peu d'argent à rattraper, à redépenser. Et là, on retrouve des niveaux qui sont, j'ai envie de dire, plus normaux. Donc 12 milliards qui ont été levés et parallèlement des niveaux d'investissement. Donc là, cette fois-ci, c'est les fonds qui investissent dans les entreprises françaises. Plus de 1,4 milliard ont été investis en France au premier semestre 2023, et notamment sur tous les sujets, le segment mid-cap et venture, donc les startups qui ont vraiment fait l'objet de levées intéressantes. Parallèlement à ça, il y a eu des cessions, donc forcément, le rythme d'investissement ces 2 dernières années a été très poussif. Donc forcément, les cessions cette année sont un peu plus basses, puisque faut structurer et surtout concrétiser les acquisitions de ces 2 dernières années. Mais en tout cas, on retrouve des cessions plutôt positives, parce qu'il y a beaucoup de MBO, donc le management buyout, où l'idée, c'est que les managers des entreprises accompagnées par les fonds de capital investissement reprennent finalement leur investissement et en main leur entreprise. Donc c'est la philosophie du capital investissement. Donc on sent qu'on est vraiment dans une démarche saine du capital investissement qui n'est pas que l'idée de faire de méga plus-value. Et puis un point qui est aussi à noter, c'est que les personnes physiques, les retail ou les family office, comme on peut les appeler, sont de plus en plus des acteurs significatifs du capital investissement en France. Donc de plus en plus des fonds sont levés à destination du grand public, et c'est ce qui permet de jouer un peu le collectif. Les Français ont envie aussi d'investir dans les sociétés françaises, donc ça peut être aussi un point sympathique à noter. J'ai terminé. Donc sur ces quelques mots, on peut conclure notre présentation. On remercie bien sûr RCGT de cette invitation et de cette organisation.